Tout commence au milieu d'une tempête déchaînée. Un mari au cœur froid jette sa femme enceinte hors de la voiture dans la nuit, tandis que la pluie et le vent fouettent son corps. Elle s'écrase dans la boue, tenant son ventre, criant à l'aide, mais seul le tonnerre lui répond. Dans l'obscurité, un chien errant apparaît, ses dents brillant sous les éclairs, bondissant vers elle. Il la mord au bras, la douleur la traverse, tandis qu'elle lutte pour ramper, désespérée de survivre. Il s'éloigne en voiture, certain qu'elle mourra là dehors. Mais il se trompe. La femme qu'il a laissée dans la tempête se relèvera, plus forte que jamais. Et quand elle le fera, la vérité frappera comme un éclair dans le ciel. C'est une histoire de trahison, de survie et de justice contre la cruauté. Restez jusqu'à la fin, car vous ne croirez pas ce qui va arriver. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serons heureux de vous lire. La tempête s'abattit sans pitié. Le vent hurlait sur l'autoroute déserte, arrachant des branches aux arbres et les projetant dans l'obscurité. La pluie martelait le toit d'un SUV noir garé au bord d'une route forestière. Ses phares perçaient l'averse, pâles et violents, illuminant la silhouette d'une femme debout dehors. Son nom était Elena Moore. Elle était enceinte de 7 mois, sa robe collée à sa peau trempée, ses mains tremblant sous la force du vent, la boue éclaboussait ses chevilles. L'homme au volant fixait droit devant lui, refusant de la regarder. « Marcus !» supplia T.L., sa voix se brisant entre les rafales de pluie. « S'il te plaît, ramène-moi à la maison, on peut en parler à l'intérieur. » La mâchoire de l'homme se crispa. Il tourna son visage vers elle, avec une froideur capable de faire taire le tonnerre. Marcus Grayson avait toujours été bel homme, puissant, du genre dont le sourire ouvrait toutes les portes. Mais ce soir-là, son sourire avait disparu. Ses yeux étaient 2 éclats de verre. « Il n'y a plus rien à dire », dit-il calmement. Les essuie-glaces battaient à un rythme régulier, comme un cœur. « Tu as fait ton choix quand tu m'as menti. »« Je n'ai pas menti », cria Elena. Ses bras se refermèrent autour de son ventre par instinct, comme pour protéger la vie fragile à l'intérieur. « Tu sais que non. Marcus, je t'en prie, la tempête empire. » Un éclair déchira le ciel, révélant la colère dans son regard. Il ouvrit la portière, sortit et la referma violemment. La pluie engloutit le bruit de ses pas pendant qu'il contournait le SUV. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. « Tu crois pouvoir jouer les innocentes ?» siffla-t-il. Tout ce temps, à faire semblant d'être fidèle, parfaite, sa main jaillit et saisit son poignet. « Tu m'as humilié, Elena. Tu m'as fait passer pour un idiot devant tout le monde. » Elle secoua la tête, suffoquant entre les larmes. « Non, tu te trompes, s'il te plaît, tu me fais mal. » Sa prise se resserra, puis, d'un geste si rapide qu'il fendit le vacarme de la tempête, il la poussa en arrière. Ses pieds glissèrent dans la boue. Elle tomba, son dos frappant le sol détrempé, un cri s'échappant de ses lèvres, alors qu'une douleur fulgurante traversait son ventre. « Marcus !» hurla-t-elle. Mais il retournait déjà à la voiture. Elle tenta de se relever, la boue collant à ses paumes, la pluie plaquant ses cheveux lourds contre son visage. « Marcus, je t'en supplie, » balbutia-t-elle. « Je ne peux pas, mon bébé. » Il s'arrêta une seule fois, se tournant vers elle. Son visage était figé, sans émotion. « Tu as fait ton lit, » dit-il. « Maintenant, couche-toi dedans. » Puis il monta dans la voiture. Les phares s'intensifièrent un instant, l'aveuglant, avant que le SUV ne recule, soulevant des éclats de gravier et de boue. Les feux arrière rouges devinrent de plus en plus petits jusqu'à disparaître derrière le rideau de pluie. Pendant un instant, il n'y eut plus rien, seulement la tempête et le bruit saccadé de sa respiration. Elle posa une main sur son ventre. Le bébé bougea, faible mais vivant. Le soulagement l'envahit, vite remplacé par la peur. « Tiens bon, mon ange », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Maman est là, tiens bon. » Elle essaya de se lever. Ses jambes étaient faibles, la boue aspirait ses chaussures, chaque pas devenait une lutte. Le vent arracha une manche de son manteau. Elle trébucha, tomba encore et gémit quand son genou heurta une pierre. La forêt autour d'elle gémissait sous la tempête. Les arbres se balançaient comme des géants en souffrance.
Au loin, un aboiement retentit, sec et furieux, assez proche pour la figer. « Il y a quelqu'un » cria-t-elle, sa voix à peine audible dans le vent. « S'il vous plaît !» Un autre aboiement, plus fort cette fois, puis deux yeux luisants apparurent derrière un tronc tombé. Un grand chien errant surgit, ses côtes visibles sous son pelage trempé, les dents découvertes dans un grondement. Le cœur d'Helena s'emballa. Elle recula, glissant encore, la boue glacée collée à ses mains. « Doucement !» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ce n'est rien, je ne te ferai pas de mal. » L'animal grogna, abaissant son corps, prêt à bondir. Son instinct lui criait de fuir, mais son corps était lourd, vidé de force, tremblant de froid et de douleur. Elle se tourna vers la route, essayant d'avancer, mais sa vision se brouilla. Un éclair illumina le ciel, et le chien attaqua. Elle sentit les crocs s'enfoncer dans son bras. La douleur fut brûlante, insoutenable. Elle hurla et tenta de se dégager, frappant l'animal de sa main libre. Le chien grogna plus fort, puis, soudain, relâcha sa prise et disparut dans la nuit, effrayée par un nouveau coup de tonnerre. Helena tomba à genoux. Sa respiration devint courte et haletante. Le sang se mêlait à la pluie, coulant le long de sa manche. Le monde vacilla autour d'elle. Elle pressa son bras blessé contre son corps, tremblant sans pouvoir s'arrêter. « Je ne peux pas » murmura-t-elle. « Je ne peux pas mourir ici. » Sa voix s'éteignait, sa force la quittait à chaque battement de cœur. Au loin, à travers le vacarme de la tempête, elle crut entendre un autre son, le ronronnement d'un moteur, des phares perçant la pluie. Elle leva la tête avec difficulté, sa vision vacillante. La lumière se rapprochait, plus vive, puis une ombre s'avança rapidement. Une voix d'homme traversa le chaos. « Hé, vous allez bien ?» Elle essaya de répondre, mais ses lèvres restèrent immobiles. Elle vit une silhouette courir vers elle, le manteau battant sous le vent, les bottes éclaboussant la boue. Des mains fortes la soulevèrent du sol. « Restez avec moi », dit l'inconnu. « Vous êtes en sécurité maintenant. Je vous tiens. » Sa tête retomba contre sa poitrine. La dernière chose qu'elle sentit fut la chaleur d'un autre battement de cœur contre le sien, avant que tout ne devienne noir. La lumière du soleil remplissait autrefois leur maison comme du miel. La demeure se trouvait sur une colline tranquille, à l'extérieur de la ville, ses fenêtres ouvertes sur un jardin qui sentait la lavande et la pluie. À cette époque, Helena croyait posséder tout ce dont une femme pouvait rêver. Elle avait un mari aimant, une belle maison et un bébé en route. Chaque matin, elle se réveillait au chant des oiseaux posés sur le balcon. Marcus était déjà en bas, préparant le café, vêtu d'un de ses costumes sur mesure. Il levait les yeux de sa tablette, souriait et disait « Bonjour, mon amour ». Sa voix était alors douce, chaleureuse, rassurante. Helena riait en repoussant ses cheveux en arrière, tandis qu'elle marchait vers lui. « Bonjour, monsieur Grayson », répondait-elle en imitant avec malice le ton qu'il utilisait lors de ses réunions d'affaires. Il la serrait contre lui et embrassait son front. Pendant quelques secondes, tout semblait vrai. Quand ils apprirent qu'elle était enceinte, Marcus la souleva du sol et la fit tournoyer dans le salon. « Nous allons être parents, dit-il, les yeux pleins de larmes. » Il appela sa mère, ses associés, même son camarade d'université. La joie dans sa voix fit gonfler le cœur d'Helena. Les semaines suivantes, ils transformèrent la chambre d'amis en nurserie. Les murs furent peints d'un beige doux, le berceau placé près de la fenêtre pour que la lumière du matin puisse l'atteindre. Elle se souvenait du jour où ils choisirent le prénom. Ils étaient assis sur la véranda après le dîner, le ciel teinté d'orange et de rose. Marcus lui tendit une tasse de thé, s'adossa et dit « Si c'est une fille, je veux l'appeler Lily. »« Lily !» répéta Helena avec un sourire. « C'est magnifique !» il acquiesça. « C'est simple, mais cela signifie pureté. C'est ce que sera notre famille. » Pure, honnête, forte, ces mots restèrent gravés en elle longtemps après l'apparition des étoiles. Elle le croyait sincèrement. Leur histoire d'amour avait commencé comme un conte de fées. Marcus était un jeune entrepreneur prometteur, charmeur et sûr de lui. Elle l'avait rencontré lors d'un gala caritatif où elle travaillait comme consultante en marketing. Il était magnétique, le genre d'homme qui attirait tous les regards, mais dont les yeux ne cherchaient qu'elle.
Ce soir-là, il lui avait dit qu'elle avait le sourire le plus sincère qu'il ait jamais vu. 2 mois plus tard, ils étaient inséparables. Il laissait souvent de petits mots dans le tiroir de son bureau. « Tu es ma raison de travailler plus dur, dîner à 7 heures, mets la robe rouge. » De petits gestes qui la faisaient se sentir unique, choisie. Même après le mariage, il envoyait des fleurs à son studio chaque vendredi. Pendant un temps, son amour semblait constant et sûr, comme le rythme de la pluie contre la vitre. Mais l'amour, elle allait l'apprendre, peut changer sans bruit, il peut s'éteindre sans un son. Le premier signe vint si doucement qu'elle l'ignora. Marcus commença à vérifier son téléphone sous prétexte de la protéger du stress. Il disait « Tu ne devrais pas parler à tes amis si tard. Tu dois te reposer pour le bébé. » Il changea ses mots de passe pour des raisons de sécurité. Elle se persuada que c'était de la sollicitude, pas du contrôle. Puis vinrent les dîners mondains. Il préférait qu'elle porte certaines robes, celles qui correspondaient à sa cravate ou mettaient en valeur sa montre. « Tu es magnifique quand tu écoutes plus que tu ne parles », lui murmurait-il avant d'entrer dans une salle pleine d'investisseurs. Elle souriait pour préserver la paix. Ses amis s'en inquiétèrent. « Ça va, Lena ?» demanda un jour sa meilleure amie, Ava. « Tu ne parles presque plus. »« Je vais bien, » répondit rapidement Elena. « Je suis juste fatiguée. » Marcus avait l'art de lui faire douter de ses propres émotions. Chaque fois qu'elle le confrontait à quelque chose qui la blessait, il inclinait la tête, soupirait et disait « Tu te fais encore des idées. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour nous. » Vouch. Il travaillait souvent tard, prétendant avoir des réunions interminables. Parfois, elle se réveillait pour constater que son côté du lit était intact. Quand elle lui demandait, il répondait qu'il s'était endormi à son bureau. Elle le croyait. La confiance était la seule chose qu'elle refusait de perdre. Puis vinrent les promesses. « Quand le bébé sera né, je ralentirai. On voyagera, on recommencera à zéro. » Il le disait avec tant de sincérité qu'elle s'accrochait à ses mots comme à une prière. Elle se concentra sur les préparatifs. Les après-midi, elle pliait les petits vêtements en chantonnant des berceuses. Elle peignait elle-même de petites fleurs sur les murs de la chambre du bébé. Chaque coup de pinceau portait l'espoir. Elle voulait que son enfant grandisse entouré de douceur. Un soir, alors que la neige commençait à tomber dehors, Marcus rentra plus tard que d'habitude. Il sentait le vin cher et un parfum étranger. Elena se tenait près de la cheminée, les mains posées sur son ventre. « Tu as bu » dit-elle doucement. Il desserra sa cravate et rit. « Juste une fête d'affaires. Ne commence pas ce soir, Elena. Je suis épuisée. »« Je ne commence rien, » murmura-t-elle. « C'est juste que tu me manques. » Il s'arrêta, la fixant comme si elle avait dit quelque chose d'insultant. « Tu veux toujours quelque chose. Tu ne peux jamais être satisfaite ?» Sa gorge se serra. « J'essaie. »« Essaye plus fort, » marmonna-t-il en montant l'escalier. Cette nuit-là, elle resta seule dans la chambre du bébé, regardant le petit berceau blanc. Le vent dehors portait un léger grondement de tonnerre. Le bébé bougea sous sa main, un petit battement de vie. Elle murmura « Tout ira bien, maman te le promet. » De l'extérieur, leur maison semblait parfaite. Le jardin était soigné, les lumières chaudes et accueillantes, le couple toujours souriant en public. Mais, à l'intérieur, quelque chose d'invisible commençait à se fissurer. L'homme qui lui avait promis le monde devenait un étranger. Son amour, autrefois tendre, s'était durci, et sans qu'elle le sache encore, la tempête qui grondait dehors allait bientôt refléter celle qui allait déchirer sa vie. Tout commença par un son, une légère vibration contre le plan de travail en marbre un après-midi pluvieux. Elena préparait le déjeuner, fredonnant doucement en coupant des fruits pour une salade. Le téléphone sur le comptoir n'était pas le sien. Marcus l'avait oublié en partant précipitamment ce matin-là pour une autre réunion urgente. Au début, elle n'avait pas l'intention de regarder. Elle se dit qu'elle lui faisait confiance. Mais l'écran s'alluma et afficha un message qui fit trébucher son cœur. « Tu me manques déjà. » La nuit dernière était parfaite. Le nom au-dessus du message était enregistré sous la lettre L. Sa main trembla. Elle sentit son pouls battre dans sa gorge. Les mots devinrent flous alors que ses yeux se remplissaient de larmes. Pendant un long moment, elle resta figée,
écoutant le tic-tac régulier de l'horloge de la cuisine. La pluie dehors se fit plus forte, frappant les vitres comme des poings légers. Elle ouvrit la conversation. Des dizaines de messages apparurent, des mots d'affection, des promesses murmurées en secret. Ils parlaient de nuit dans des hôtels, de week-ends, en dehors de la ville, de projets qui ne lui appartenaient pas. Il y avait des rires dans ces messages, il y avait de la passion, il y avait une trahison si naturelle qu'elle en eut le souffle coupé. Sa première réaction fut le déni. Peut-être s'agissait-il d'un malentendu professionnel. Peut-être n'était-ce rien. Mais une photo s'afficha au bas de la conversation. Marcus souriait dans le reflet d'un verre de vin, une main de femme posée sur la sienne. Le son qui s'échappa des lèvres d'Helena n'était pas un sanglot. C'était plus petit, plus sec, comme un souffle arraché du fond de sa poitrine. Elle porta une main à sa bouche pour étouffer le bruit. Elle fit défiler encore, incapable de s'arrêter. Un autre message apparut. « Elle pense toujours que tu travailles tard ? Pour l'instant, pas pour longtemps. Une fois qu'elle aura signé les papiers, tout sera à nous. » Ses doigts devinrent glacés. Papier. Le mot résonna dans sa tête. Quel papier? Elle posa le téléphone et recula, les genoux faibles. La cuisine sembla tourner. Elle s'appuya sur le comptoir pour ne pas tomber. Son esprit parcourut les souvenirs, toutes ces nuits tardives, ces excuses, ces moments où il s'était détourné quand elle cherchait sa main. Un bruit retentit à la porte d'entrée. Le cliquetis d'une clé. Marcus rentrait. Le cœur d'Helena bondit. Elle verrouilla rapidement le téléphone et le remit exactement à sa place. Ses paumes étaient moites. Elle les essuya sur son tablier et essaya de respirer normalement. Il entra, portant une mallette et l'odeur d'un parfum qui n'était pas le sien. « Tu es rentré tôt », dit-elle d'une voix plus faible qu'elle ne le voulait. « Réunion annulée », répondit-il. Il l'embrassa légèrement sur la joue. Le geste était mécanique, habituel. Ses yeux se posèrent sur la planche à découper. « Tu prépares le déjeuner ?»« Oui », murmura-t-elle. Il hocha la tête et desserra sa cravate. « Parfait, je meurs de faim. »« Maï ?» Elle le regarda marcher vers le réfrigérateur, l'homme autour duquel elle avait bâti sa vie, et pour la première fois, elle comprit qu'elle ne le connaissait plus. Ce soir-là, lorsqu'il alla prendre sa douche, elle ouvrit sa mallette. À l'intérieur, parmi les documents et les reçus, se trouvait une chemise en carton avec son nom. Son estomac se noua. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des formulaires de transfert de propriété, des documents légaux indiquant que leur maison et plusieurs biens devaient être transférés au nom de l'entreprise de Marcus. La ligne de signature à côté de la sienne était vide, mais un petit mot jaune y était collé, où il était écrit « Besoin de sa signature avant la semaine prochaine ». Sa main trembla. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. La pression soudaine pour qu'elle arrête de travailler, les demandes de signature pour de soi-disant formalités, la manière dont il l'avait lentement isolée de tous ceux qu'elle aimait. Une larme tomba sur le document. Elle referma la chemise rapidement, de peur de laisser une trace. Le bruit de la douche à l'étage lui rappela que le temps était compté. Elle remit tout exactement à sa place et se rendit dans la chambre du bébé. La pièce baignait dans la lumière douce de la veilleuse. Le petit berceau, l'ours en peluche, l'odeur légère de poudre pour bébé. Elle s'assit sur le petit canapé et couvrit sa bouche de ses mains. Des sanglots silencieux secouèrent ses épaules. Son esprit ne cessait de rejouer les messages. Une fois qu'elle aura signé les papiers, tout sera à nous. Des heures plus tard, lorsque Marcus redescendit, elle fit semblant de dormir sur le canapé. Il posa une couverture sur ses épaules, sans remarquer la raideur de son corps. Puis, il resta un moment immobile, la regardant. Elle sentit son regard même les yeux fermés. Enfin, il éteignit la lumière et remonta. Helena ouvrit les yeux dans le noir. La veilleuse projetait sur les murs une lueur dorée. Elle prit son téléphone et composa le numéro d'Ava, mais son pouce resta suspendu. Il lui avait dit de couper les ponts avec ses amis. Il surveillait les factures. Même si elle appelait, que pourrait-elle dire? À la place, elle ouvrit l'application d'enregistrement vocal. Son doigt appuya sur le cercle rouge. Le lendemain matin, elle fit semblant que rien n'avait changé. Elle l'embrassa sur le pas de la porte, esquissa un léger sourire et regarda sa voiture disparaître dans l'allée.
Dès qu'il fut parti, elle monta à l'étage, sortit la chemise de la mallette et ralluma l'enregistreur. « Marcus Grayson » murmura-t-elle dans l'appareil, la voix tremblante. « Tu m'as dit que tu m'aimais, mais je sais ce que tu prépares. » Elle prit des photos des papiers, une à une. Lorsqu'elle eut terminé, elle remit tout exactement comme avant. Dehors, le vent commençait à se lever. Les premiers signes d'une tempête s'étendaient à l'horizon. Elle resta debout près de la fenêtre, son reflet pâle contre le ciel gris. Pour la première fois, elle sentit quelque chose de nouveau naître en elle. De la peur, oui, mais aussi de la clarté. L'illusion était terminée. L'homme qu'elle avait aimé n'existait plus. Et sans qu'elle le sache encore, la tempête qui montait dehors allait bientôt rencontrer celle qui grandissait en elle. La tempête commença par un murmure, un souffle bas qui traversa la vallée et fit vibrer les vitres de la maison des Moore. À la tombée de la nuit, elle s'était transformée en hurlements furieux. Les branches griffaient les murs et le tonnerre roulait sur les collines comme un tambour en colère. Helena se tenait dans le couloir, tenant les papiers pliés qu'elle avait retrouvés ce matin-là. Sa respiration était courte, chaque battement de cœur plus fort que la pluie. Elle avait passé des heures à se demander quoi faire. Devait-elle le confronter ou partir discrètement avant son retour? Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit et que Marcus entra, la décision fut prise pour elle. Il était trempé par la pluie, son manteau sombre luisant d'eau. Il jeta ses clés sur la table, passa une main dans ses cheveux et la regarda. La distance dans ses yeux était plus froide que le vent dehors. « Tu es encore debout, » dit-il d'un ton neutre. « J'avais besoin de te parler. » Sa voix était douce, mais elle tremblait. Il soupira, desserrant sa cravate. « De quoi ?» Elle fit un pas vers lui, serrant les papiers dans sa main. « De ça. » Son regard tomba sur le dossier. Son expression resta calme, mais une tension traversa sa mâchoire. « Où as-tu trouvé ça ?»« Tu l'as laissé dans ta mallette, » répondit-elle. « Pourquoi veux-tu transférer tout au nom de ton entreprise? Pourquoi as-tu besoin de ma signature ?» Les lèvres de Marcus se courbèrent en un sourire sans chaleur. « Tu ne devrais pas fouiller dans mes affaires, Helena. Ce n'est bon pour aucun de nous. »« Aucun de nous ?» répéta-t-elle, la voix brisée. « Tu veux me laisser sans rien, toi et cette femme. » J'ai lu les messages. Un silence tomba, interrompu seulement par la pluie battant le toit. Puis il rit, un rire bas et tranchant. « Donc, c'est ça, de la jalousie, des hormones. » Sa main trembla. « Ne renverse pas la situation, je sais ce que tu fais. » Il s'approcha jusqu'à ce qu'elle voie son reflet dans ses yeux. « Tu ne sais rien, tu es faible, émotive, et tu deviens un fardeau. Tu crois que les investisseurs respectent un homme dont la femme pleure en public ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Helena. « J'ai tout abandonné pour toi, Marcus. Mon travail, mes amis, ma vie. Je t'ai fait confiance. » Ri. Il se pencha, son souffle glacé. « Et c'est là que tu t'es trompé. » Quelque chose se brisa en elle. Elle frappa le dossier contre sa poitrine. « Je ne signerai rien, et tu ne prendras pas cette maison ni mon enfant. » Les mots résonnèrent entre eux. Pendant une seconde, il la fixa sans bouger. Puis son visage se durcit, prenant une expression dangereuse. « Prends ton manteau, dit-il. Quoi? Tu veux parler de trahison? Très bien. Faisons un tour. » Ni. La pluie redoubla sur le toit alors qu'il saisissait son poignet. Elle tira en arrière, mais sa poigne était de fer. « Marcus, tu me fais mal !» Il l'ignora. « Monte dans la voiture. » Quelques minutes plus tard, ils étaient dans le SUV, les essuie-glaces battant la tempête. L'eau ruisselait sur les vitres en traînées argentées. Les phares perçaient à peine le mur de pluie devant eux. Helena resta silencieuse, le cœur battant à tout rompre. Sa main reposait sur son ventre en un geste protecteur. L'air dans la voiture était lourd, étouffant. « S'il te plaît, Marcus, où allons-nous » Il ne répondit pas. Ses jointures blanchissaient sur le volant. Lorsqu'ils tournèrent sur la vieille route forestière, elle sentit la panique monter. Les arbres se dressaient comme des géants sombres de chaque côté. La route était étroite, glissante, presque invisible sous la pluie. « Marcus, arrête la voiture » murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Un éclair illumina son visage un instant. Ce n'était plus de la colère qu'elle y vit, mais du calcul. La voiture s'arrêta près du bord du bois. Le moteur tournait encore. « Source » dit-il. Elle le regarda, abasourdie.
Non, il fait trop froid. S'il te plaît, rentrons à la maison. Il se tourna lentement vers elle. Tu veux être indépendante? Prouve-le. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu n'es pas sérieux. Il se pencha. Je le suis tout à fait. Là. Marcus, je suis enceinte, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Notre bébé pourrait mourir là, dehors. Son regard ne changea pas. Alors fais attention. Il ouvrit sa portière et saisit son bras. Le vent s'engouffra dans la voiture comme un cri, projetant la pluie à l'intérieur. Elle se débattit, agrippant le cadre de la porte. « Marcus, je t'en supplie, ne fais pas ça !» Mais il la poussa violemment. Son corps heurta le sol dans un bruit sourd. Une douleur aiguë traversa son flanc. Elle haleta, tendant la main, mais il avait déjà refermé la portière. « Marcus !» cria-t-elle. « S'il te plaît, je ne peux pas. » Le moteur rugit. Le SUV fit patiner ses pneus dans la boue avant de s'élancer. Les feux arrière rouges disparurent dans la pluie. Elena resta seule. La pluie tombait en nappes épaisses, trempant ses vêtements, brouillant sa vue. Elle tenta de ramper vers la route, mais la boue aspirait ses genoux. Le vent hurlait, déchirant ses cris avant qu'il ne porte. Sa main se posa sur son ventre. Le bébé bougea faiblement, un petit miracle au milieu du chaos. Elle murmura « Tiens bon, mon amour, je t'en prie, tiens bon ». Un éclair fendit le ciel, suivi d'un tonnerre si fort qu'il fit vibrer la terre. Non loin, une branche se brisa et tomba. L'eau s'infiltra dans ses chaussures. Elle força son corps à se relever, chancelante, tremblante. « Marcus !» sanglota-t-elle dans la tempête. « Pourquoi ?» Le vent lui répondit par un rugissement. Il n'y avait plus personne. Sa vue se brouilla tandis que l'épuisement la gagnait. Elle avança, pas à pas, sa robe lourde de pluie. Chaque respiration lui brûlait la poitrine. Elle trébucha sur une pierre, tomba encore, et cette fois ne bougea plus. Au loin, un éclair révéla la silhouette d'une ferme. L'espoir brilla un instant. Elle tenta de se relever, mais ses jambes cédèrent. Le froid s'insinua dans ses os. Ses lèvres bougèrent. Aucun son ne sortit. Un seul mot prit forme dans le silence. « Aide !» Le monde commença à s'effacer. La pluie et les larmes se confondirent. Et, quelque part au plus profond d'elle, le battement de cœur de son enfant continua à vibrer contre la tempête, fragile, persistant, vivant. La pluie ne s'arrêta pas. Elle tombait en nappes continues qui effaçaient la frontière entre le ciel et la terre. Elena resta immobile un moment, son corps à moitié enfoui dans la boue, le froid s'infiltrant sous sa peau comme des couteaux de glace. Sa respiration était courte, chaque souffle visible dans l'air glacé. Son esprit flottait entre la douleur et la confusion. Elle entendait son cœur battre lentement, irrégulièrement, résonnant dans ses oreilles. La voix de Marcus résonnait encore dans sa tête. « Tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans. » Un éclair illumina de nouveau le paysage, révélant l'immensité sauvage autour d'elle. La forêt s'étendait, sombre et sans fin. La route où le SUV avait disparu n'était plus qu'un souvenir, un halo de phares effacés. Elena appuya ses paumes contre le sol pour essayer de se redresser. Chaque muscle criait de douleur. Son bras la brûlait, là où le chien l'avait mordue quelques jours plus tôt, lorsqu'elle se promenait près de la ville. La plaie s'était rouverte, le sang se mêlant à la pluie. Elle posa la main dessus et grimaça. « Respire !» murmura-t-elle pour elle-même. « Respire juste !» Le vent hurlait entre les arbres, portant l'odeur des feuilles mouillées et de la terre en décomposition. Au loin, une branche se brisa comme un coup de feu. Son instinct lui disait de bouger, mais son corps refusait. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient. Puis, elle le sentit. Un faible coup sous ses côtes, son enfant, toujours vivant. Ce mouvement la ramena à la vie. Elle força son corps à rouler sur les genoux, s'agrippant au sol pour garder l'équilibre. « Tout va bien, mon bébé », chuchota-t-elle. « Nous sommes encore là. » Chaque respiration devint un combat. Elle avança en rampant, centimètre par centimètre, les genoux s'enfonçant dans la boue. Ses cheveux collaient à son visage. La pluie s'infiltrait dans ses yeux. Le son de ses sanglots se perdit dans la tempête. Après ce qui lui sembla une éternité,
Elle atteignit un coin de gravier où la boue était moins épaisse. Ses jambes tremblaient lorsqu'elle tenta de se lever. Quand elle y parvint enfin, le monde tourna autour d'elle. Elle se rattrapa à un arbre et essuya la pluie de ses yeux. La route avait disparu, la tempête l'avait avalée. Elle se tourna vers la faible lueur qu'elle avait cru voir plus tôt, un scintillement qui pouvait être la fenêtre d'une ferme ou simplement un éclair. Peu importait, c'était la seule direction où l'espoir subsistait. « Allez, Helena, dit-elle doucement, tu peux le faire. » Elle se mit à marcher. Le vent s'opposait à chacun de ses pas. Sa robe trempée collait à ses jambes, lourde comme du plomb. Chaque fois qu'elle soulevait le pied, la boue le retenait. Ses mains étaient engourdies, ses lèvres tremblaient sans répit. Le froid s'insinuait maintenant sous sa peau jusqu'à ses os. Après plusieurs minutes, sa vue se troubla à nouveau. Elle trébucha et faillit tomber, mais se rattrapa à une branche tombée. Son souffle était court, saccadé. Elle sentait le sang s'écouler de son bras le long de sa manche, chaud contre la pluie glaciale. Puis vint le bruit, un grognement, grave, tout proche. Sa tête se tourna brusquement vers le son. Entre les arbres, quelque chose bougea. 2 yeux luisaient faiblement dans l'obscurité. Un autre chien errant, ou peut être le même. Elle ne pouvait pas en être sûre. Son pouls s'accéléra. « Non, murmura-t-elle, pas encore. » L'animal s'approcha, sa silhouette émergeant de l'ombre. Son pelage trempé, ses côtes saillantes, sa gueule entr'ouverte dans un grondement muet. Helena recula lentement, serrant son ventre d'un bras et tenant la branche comme une arme de l'autre. « Reste là, dit-elle, entre ses dents qui claquaient. S'il te plaît. » Le chien hésita, puis le tonnerre éclata, et il s'enfuit dans les ténèbres. Elle resta là, tremblante, les larmes se mêlant à la pluie. Le soulagement fit plier ses genoux, mais elle se retint avant de tomber. Son cœur battait à toute vitesse. Elle sentit son bébé bouger encore, faible mais régulier. « Tu es fort, » murmura-t-elle, « comme ton père l'était autrefois, avant qu'il ne change. » Elle continua à marcher. La tempête redoublait. Les arbres ployaient sous la violence du vent et le ciel s'illuminait sans cesse. Son corps la faisait souffrir, ses poumons brûlaient, mais elle ne s'arrêta pas. À un moment, elle glissa sur une pierre lisse et tomba à genoux. La boue éclaboussa son visage et ses cheveux. Elle cria, non de douleur, mais de désespoir. « Pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il » La seule réponse fut le rugissement sans fin de la tempête. Les minutes devinrent des heures. Sa montre s'était arrêtée, mais elle sentait le temps s'étirer comme une nuit interminable. Ses pieds étaient engourdis, ses doigts ne lui appartenaient plus. Le froid grignotait sa conscience, ne laissant que l'instinct. Puis elle la vit, une faible lueur orangée entre les arbres. Elle cligna des yeux, doutant de sa vision, mais quand elle fit un pas de plus, la lumière resta. Elle vacillait, chaude et vivante. Une cabane. Son cœur se serra d'espoir. Elle essaya d'accélérer, mais son corps était à bout. Ses jambes tremblaient violemment, sa vision se rétrécissait. Presque, allait tâter, elle. Encore un peu. Elle traversa les derniers arbres, les branches déchirant sa robe. Ses chaussures glissèrent sur le sol détrempé. Puis, soudain, elle se retrouva sur un petit chemin de terre menant à la cabane. De la fumée montait faiblement de la cheminée. Une lanterne vacillait à la fenêtre. Elle s'effondra contre la porte et frappa faiblement. « Alaïd, » murmura-t-elle. « Je vous en prie. » Pas de réponse. Elle frappa encore, sa voix se brisant. « S'il vous plaît, quelqu'un. » Ses forces s'épuisaient. Son corps glissa jusqu'à s'asseoir contre la marche en bois. Ses mains retombèrent sur ses genoux. Le monde vacilla, s'assombrit. Elle entendait encore le vent, mais il semblait lointain, presque doux. Dans son ventre, le bébé donna un dernier coup. Elle esquissa un sourire. « On y est arrivé, » murmura-t-elle. « On y est. » Sa voix s'éteignit. Ses yeux se fermèrent. Puis un bruit de loquet se fit entendre. La porte s'ouvrit dans un grincement et une lumière chaude inonda son corps glacé. Une ombre se pencha sur elle, suivie d'une voix d'homme, rauque et inquiète. « Mon Dieu, que vous est-il arrivé ?» Des mains fortes la soulevèrent du sol. La chaleur de la cabane l'enveloppa, tandis que la porte se refermait derrière eux, étouffant la tempête.
Pour la première fois depuis des heures, Helena cessa de trembler. Son esprit sombra dans l'obscurité, mais cette fois, ce n'était plus la peur, c'était le début de la sécurité. Quand Helena ouvrit les yeux, tout était flou et doux. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, elle sentit de la chaleur au lieu du froid. Un crépitement léger remplissait la pièce, le son du bois qui brûlait dans une cheminée. L'air sentait la fumée, la terre mouillée et quelque chose de sucré, peut être du thé ou du miel. Elle voulut bouger, mais une douleur sourde traversa son corps. Son bras était bandé, ses jambes étaient enveloppées dans une épaisse couverture de laine. Sa tête battait au rythme de son cœur. « Vous êtes en sécurité ?» dit une voix doucement. Elle tourna lentement la tête. Un homme était assis à côté du lit, les coudes appuyés sur ses genoux, les mains jointes. Il avait une quarantaine d'années, des traits marqués adoucis par la fatigue. Ses cheveux sombres étaient encore humides, sa chemise à carreaux parsemée de taches de pluie. Ses yeux gris et calmes la regardaient avec un mélange d'inquiétude et de soulagement. « Où suis-je » murmura-t-elle, la gorge sèche. « Dans ma cabane » répondit-il. « Vous étiez dehors quand la tempête a éclaté, à peine consciente. J'ai cru que vous n'alliez pas survivre. » Helena essaya de se redresser, mais il posa doucement une main sur son épaule. « Doucement, dit-il. Vous avez perdu beaucoup de sang et vous êtes en hypothermie. Il faut vous reposer. Nambo » elle hocha faiblement la tête, ses lèvres tremblaient. « Mon bébé » il se tourna vers un petit moniteur posé près du lit. « J'ai appelé une infirmière du village le plus proche. Elle vous a examiné avant de repartir. Le cœur du bébé bat fort. » Sa poitrine se souleva dans un souffle tremblant. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Merci mon Dieu » chuchota-t-elle. L'homme lui tendit une tasse de thé fumant. « Buvez ça, ça vous fera du bien. »« Mon » elle la prit avec des mains tremblantes, la chaleur pénétrant dans ses paumes. Le thé était fort et herbacé. Il brûla légèrement sa gorge, mais répandit une chaleur apaisante dans sa poitrine. Elle regarda autour d'elle, observant la cabane. L'endroit était petit, mais bien rangé. Des étagères de bois couvraient les murs, remplies de livres, de bocaux et d'outils. Une veste de chasse pendait près de la porte, et une lanterne diffusait une lumière douce sur une table à côté d'une radio. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix faible. « Je m'appelle Daniel Reed » répondit-il. « J'étais dans les gardes-côtes, retraité maintenant. Je vis ici presque toute l'année. Moins de bruit, moins de monde. » Elle hocha lentement la tête, encore étourdie. « Vous m'avez sauvé. » Il détourna le regard, remuant le feu avec un morceau de bois. « Disons que j'étais au bon endroit, au bon moment. »« Pourquoi étiez-vous dehors par ce temps ?» demanda-t-elle. Il hésita. « J'ai entendu quelque chose. Le moteur d'une voiture. Puis il s'est arrêté. Quand je suis allé voir, j'ai vu des traces et je les ai suivies. » Son regard se posa de nouveau sur elle. « Vous avez eu de la chance. 10 minutes de plus dehors et vous n'auriez être pas survécu. » Helena ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait. » La voix de Daniel se fit plus douce. « Quoi qu'il se soit passé, vous êtes en sécurité maintenant. Personne ne vous fera de mal ici. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en elle. Elle voulait le croire, mais le souvenir du visage de Marcus la hantait, la façon dont il l'avait regardée avant de la pousser dans la tempête. Ce regard froid, plein de certitude. Elle déglutit avec peine. « Il m'a laissé, dit-elle. Mon mari, il m'a poussé hors de la voiture. » Daniel se figea, la mâchoire contractée. « Il a fait quoi ?»« Ça vaut que se brissa. Il a dit que je le rendais faible, que je n'étais rien, puis il est parti. » Pendant un long moment, Daniel garda le silence. La lumière du feu dansait sur son visage, révélant une colère contenue. « J'ai connu des hommes comme lui, » dit-il enfin. « Ils détruisent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. » Helena fixa les flammes. « Il n'était pas comme ça avant. Il m'aimait. »« Il aimait probablement l'idée de vous posséder, » dit Daniel doucement. « Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en affection. » Elle le regarda, surprise par la vérité brute de ses mots. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement de la compréhension. Il se leva et alla vers le coin cuisine. « Vous devriez manger quelque chose. »
Il lui apporta un bol de soupe, du bouillon, des légumes, quelques morceaux de poulet. L'odeur lui rappela à quel point elle avait faim. Elle mangea lentement, chaque cuillerée la ramenant un peu plus à la réalité. Daniel s'assit de nouveau, parlant d'une voix basse. « Quand la tempête sera finie, je vous conduirai en ville. Il y a une clinique et le shérif. Vous pourrez leur dire ce qui s'est passé. » Sa main s'arrêta au milieu du mouvement. « Non, murmura-t-elle. Il a des relations. Il retournera la situation, comme toujours. » Daniel la regarda un instant. « Vous n'avez pas besoin de décider maintenant. Reposez-vous, on trouvera une solution. » Elle acquiesça, bien que son esprit reste agité. Les heures passèrent. Le feu baissa, la pluie dehors devint un murmure régulier. Daniel vint la voir plusieurs fois, ajoutant des couvertures, vérifiant le pansement de son bras. Chaque fois, sa voix gardait la même douceur tranquille. Quand la tempête commença enfin à s'apaiser, Helena ouvrit de nouveau les yeux. Le ciel visible à travers la petite fenêtre était d'un gris pâle, annonçant l'aube. Daniel dormait dans le fauteuil près du lit, la tête penchée sur le côté. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit assez en sécurité pour respirer profondément. Elle murmura dans le silence « Merci ». Il bougea légèrement, mais ne se réveilla pas. Helena tourna les yeux vers le feu. Les dernières flammes dansaient encore dans la cheminée, projetant une lumière chaude sur les murs. Elle pensa à l'enfant dans son ventre, encore vivant, encore fort. Elle pensa à la nuit passée, à la pluie, à la douleur, à la trahison. Et elle pensa à l'étranger qu'il avait trouvé quand personne d'autre ne l'aurait fait. Peut-être que ce n'était pas la fin. Peut-être que c'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle construirait avec sa propre force. Alors que la première lumière du matin effleurait son visage, elle fit une promesse silencieuse à elle-même et à son enfant à naître. « Nous avons survécu », murmura-t-elle. « Maintenant nous allons nous relever. » Le matin qui suivit la tempête arriva calme et fragile, comme si le monde entier retenait son souffle. Une lumière pâle traversait la fenêtre de la cabane et se répandait sur le plancher de bois. Dehors, les arbres goûtaient encore d'eau de pluie et la brume glissait lentement au-dessus des collines. À l'intérieur, le feu s'était réduit à des braises rouges, mais l'air portait encore une odeur de chaleur et de fumée. Helena était assise à la petite table près de la fenêtre, une couverture posée sur ses épaules. Son corps la faisait encore souffrir, mais ses joues avaient repris des couleurs. Elle tenait une tasse d'eau chaude entre ses mains, laissant la chaleur pénétrer ses doigts. En face d'elle, Daniel versait du café dans une tasse en métal cabossé et l'observait en silence. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Courbaturée, admit-elle, mais vivante. »« C'est un bon début, » répondit-il. Helena esquissa un léger sourire. Sa voix était encore rauque, mais son regard était ferme. « Je n'arrive pas à croire que je sois assise ici. Hier, je pensais que j'allais mourir. »« Vous ne l'avez pas fait, » dit Daniel. « Vous avez lutté pour vivre, cela compte. » Elle regarda par la fenêtre. Le monde au-delà du verre semblait apaisé, mais elle savait que la tempête en elle n'était pas encore passée. « Je ne peux pas rester ici éternellement, » murmura-t-elle. « Il pensera que je suis morte. Il passera à autre chose. Peut-être qu'il essaiera même de finir ce qu'il a commencé. » Daniel se pencha en avant, les coudes sur la table. « Vous devez vous reposer. Retourner vers lui n'est pas la solution. »« Je ne retourne pas vers lui, » dit-elle. « Je retourne chercher la justice. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, nets et tranchants. Daniel la regarda longuement. La justice peut être dangereuse quand l'autre a l'argent et le pouvoir. « Je m'en fiche, » répondit Helena. « Il a essayé de me tuer, il voulait me faire disparaître pour tout me voler. Je ne le laisserai pas gagner. » Il y avait dans sa voix une force nouvelle, de l'acier sous la douceur. Daniel hocha lentement la tête. « Alors faisons-le correctement. Pas de précipitation, pas de risque. Nous devons d'abord rassembler des preuves. » Elle fronça les sourcils. « Des preuves ?» Il se leva et alla vers l'étagère près de la porte. Il sortit d'une petite boîte un vieil appareil photo, un dictaphone et une clé USB. « Vous avez dit qu'il contrôlait tout, votre téléphone, vos comptes, vos déplacements. Cela veut dire qu'il laisse des traces. Si on les retrouve, vous aurez plus que des mots. Vous aurez des preuves.
Elena fixa les objets sur la table. « Vous avez déjà fait ça, n'est-ce pas ?»« J'ai vu des hommes mauvais s'en tirer après pire, » dit Daniel. « La seule chose qui les arrête, ce sont des preuves qu'ils ne peuvent pas effacer. » Un silence s'installa, troublé seulement par le goutte à goutte du toit. Elena passa un doigt sur le bord du dictaphone. « J'ai déjà quelque chose, dit-elle. Avant qu'il ne m'emmène dehors cette nuit-là, je me suis enregistré en train de lire les documents que j'avais trouvés dans sa mallette. J'ai aussi pris des photos. » Les yeux de Daniel s'illuminèrent. « Parfait, c'est notre point de départ. » Il fit de la place sur la table et étala une feuille de papier, esquissant un plan approximatif. Nous devons confirmer la date et l'heure de ces fichiers. Ensuite, il faut trouver un moyen de les relier à lui. Vous savez où il garde ses sauvegardes? Elle hocha lentement la tête. Dans son bureau. Chez nous, il y a un coffre derrière la bibliothèque, et sur les serveurs de son entreprise. Il garde tout en version numérique parce qu'il dit que les papiers, c'est pour les idiots. Daniel eut un sourire discret. Parfait. L'arrogance laisse toujours des fissures. Il nota soigneusement chaque emplacement. Nous devons aussi nous assurer que vous soyez protégés. Avez-vous quelqu'un qui vous croira? Elena hésita. Mon amie Ava, elle est journaliste, mais il m'a obligé à couper les ponts avec elle il y a des mois. Je ne sais même pas si elle me répondrait. Alors nous la retrouverons, dit Daniel. Si elle est journaliste, elle saura comment gérer ce genre d'histoire. Vous n'aurez qu'à lui donner assez d'indices pour qu'elle commence à creuser. Le regard d'Elena se posa sur son ventre. Et s'il me retrouve avant? La voix de Daniel resta calme, mais ferme. Il ne vous retrouvera pas. Je sais comment disparaître. Je l'ai déjà fait. Elle leva les yeux vers lui. Pourquoi vous m'aidez? Il hésita. Parce que j'ai échoué à aider quelqu'un autrefois, et je ne referai pas cette erreur. Elena hocha la tête, comprenant plus ce qu'il ne disait. Ils passèrent le reste de la matinée à travailler. Daniel trouva un vieil ordinateur portable encore fonctionnel, relié à une connexion satellite limitée. Elena transféra les photos et les enregistrements depuis son téléphone. Ensemble, ils classèrent tout. Dates, fichiers, mémos vocaux. Chaque détail comptait. Quand ses mains commencèrent à trembler, Daniel l'arrêta. « Assez pour aujourd'hui. Mangez un peu. » Elle s'appuya contre le dossier de la chaise, épuisée, mais déterminée. « C'est étrange, » dit-elle doucement. « Pendant des mois, je me suis sentie impuissante. Maintenant, je me sens éveillée. C'est comme ça que tout commence, » répondit Daniel. « Quand on comprend que survivre ne suffit plus, on veut reprendre sa vie en main. » Les Luman. Dehors, la brume se levait, dévoilant un ciel d'un bleu pâle. Elena se leva et regarda par la fenêtre le soleil percer à travers les nuages. Sa lumière dorée se reflétait sur le sol mouillé, faisant briller le monde comme du verre. Elle posa une main sur son ventre. « Il pense que je suis morte, » murmura-t-elle. « Il pense qu'il a gagné. » Daniel releva la tête de ses notes. « Alors assurez-vous que la prochaine fois qu'il vous verra, il comprenne à quel point il s'est trompé. » Mais Elena se tourna vers lui, le regard assuré, la voix calme mais déterminée. « Je le ferai. » Cette nuit-là, elle ne put pas dormir. Elle resta éveillée, écoutant le crépitement doux du feu et le ululement lointain d'une chouette. Dans la lueur tranquille des flammes, elle murmura à son enfant à naître. « Nous ne sommes plus des victimes, nous sommes des combattants. » Le bébé donna un coup, et elle sourit faiblement. Le lendemain, elle et Daniel commenceraient à préparer son retour en ville. Le danger l'y attendait, mais aussi la vérité. Et pour la première fois depuis cette nuit terrible, Elena n'avait plus peur de l'avenir. Elle était prête à l'affronter. 2 semaines plus tard, la ville baignait dans la lumière du printemps. La tempête était passée, laissant les rues propres et brillantes. Les journaux avaient depuis longtemps oublié la tragédie survenue dans les collines cette nuit-là. Pour le monde, Elena Moore n'existait plus. Son mari s'en était assuré. Au siège de Grayson Enterprise, les vitres miroitantes du bâtiment reflétaient un ciel parfait. À l'intérieur, une conférence de presse battait son plein. Marcus Grayson se tenait au podium, vêtu d'un costume bleu marine impeccable et d'un sourire soigneusement répété. Les flashs crépitaient pendant qu'il parlait, chaque mot mesuré, chaque geste calculé. « Ces dernières semaines ont été très difficiles », déclara-t-il aux journalistes.
La disparition de mon épouse a été dévastatrice. J'espère seulement qu'où qu'elle soit, elle ait trouvé la paix. » Il baissa la tête avec gravité. Dans la salle, un murmure de compassion parcourut le public. Sur le grand écran derrière lui défilaient leurs photos de mariage, Marcus souriant, Helena en robe blanche, tous deux riant. Il avait choisi ces images lui-même. Le monde aimait les histoires de tragédie et de résilience. Pendant que Marcus poursuivait son discours, un agent de sécurité se pencha vers un collègue et murmura « Le patron sait comment transformer la douleur en publicité. » Le sourire de Marcus ne vacilla pas. « Et maintenant, en hommage à sa mémoire, je lance la Fondation Lily, du nom de la fille que nous attendions. Cette organisation aidera les familles en crise à reconstruire leur vie. » Des applaudissements éclatèrent dans la salle. Les caméras se rapprochèrent de son visage, immortalisant l'image d'un mari endeuillé, mais digne. Pour Marcus, l'apparence était tout. Il contrôlait le récit. Il avait enterré la vérité. Mais de l'autre côté de la rue, à l'ombre du bâtiment, une berline noire s'arrêta lentement. La portière s'ouvrit. Helena descendit. Elle portait un long manteau beige, ses cheveux sombres tirés en arrière. Son visage était pâle, mais serein. La fine cicatrice sur son bras était le seul signe visible de ce qu'elle avait traversé. Elle tenait une petite enveloppe à la main, et dans ses yeux brillait une détermination plus forte que la peur. Daniel se tenait à ses côtés. « Vous êtes sûre d'être prête ?» demanda-t-il doucement. « Oui, » répondit-elle. « Il m'a tout pris. Il est temps de tout reprendre. » Ils traversèrent la rue ensemble. Dès qu'ils franchirent la porte du hall, la réceptionniste se figea. « Madame, je suis désolé. Vous ne pouvez pas. » Le regard d'Helena resta fixe. « Dites à Monsieur Grayson que sa femme souhaite lui parler. » Le visage de la femme pâlit. Elle laissa tomber son téléphone, le ramassa maladroitement. « Je vais l'avertir tout de suite. » Dans la salle de conférence, le téléphone de Marcus vibra sur le pupitre. Il jeta un œil distrait, puis se figea en lisant le message. « Votre femme est dans le hall. » Pendant une seconde entière, il cessa de respirer. Il pensa à une erreur, une blague cruelle. Puis les doubles portes s'ouvrirent. Un souffle d'étonnement parcourut la salle. Les caméras se tournèrent vers l'entrée. Helena se tenait là, encadrée par la lumière du couloir. Les murmures s'amplifièrent jusqu'à devenir une onde de choc. Les journalistes se levèrent, les objectifs crépitants. Marcus devint livide. « Helena ?» Elle avança vers lui, ses talons résonnant sur le marbre, dans un rythme lent et maîtrisé. « Bonjour, Marcus, » dit-elle calmement. « Je t'ai manqué. » Le silence qui suivit était si lourd qu'il semblait écraser la pièce. Il cligna des yeux, tentant de reprendre contenance. « Tu es vivante. »« Déçue ?» répondit-elle. Les caméras captèrent chaque mot. Les journalistes chuchotaient déjà, comprenant que ce moment dépassait de loin la conférence prévue. Marcus força un sourire. « S'il vous plaît, laissez-nous un moment. Ma femme a visiblement subi un traumatisme. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Helena se tourna vers les reporters. « Il a raison sur un point, dit-elle. J'ai subi un traumatisme, j'ai survécu, et j'ai survécu à lui. » Un murmure de stupeur traversa la foule. Marcus s'avança, la voix tendue. « Ce n'est pas l'endroit pour ça. »« C'est exactement l'endroit, » répliqua-t-elle en sortant l'enveloppe de son manteau. « Tu voulais une audience, n'est-ce pas? Tu adores les caméras. Tu vis pour elles. » Elle tendit l'enveloppe au journaliste le plus proche. « Voici des copies des documents que mon mari a falsifiés pour me voler mes biens et mes avoirs. Vous y trouverez la preuve de sa liaison avec la comptable de son entreprise et un enregistrement où il admet m'avoir poussé hors d'une voiture pendant la tempête. » Marcus se jeta vers elle, mais Daniel fit un pas en avant dans l'encadrement de la porte, le regard ferme. Les agents de sécurité hésitèrent, ne sachant que faire. Helena ne bougea pas. « Tu as essayé de m'enterrer, Marcus, mais c'est moi qui me tiens debout, et c'est toi qui vas tomber. » La salle explosa. Les journalistes crièrent des questions, les flashs éclatèrent, les micros jaillirent de toutes parts. Marcus tenta de parler, mais le vacarme l'engloutit. Les agents de sécurité s'interposèrent pour contenir la confusion, mais il était trop tard. L'histoire était déjà publique. En quelques minutes, les chaînes d'information diffusaient les images en direct. Helena se tourna pour partir,
le menton relevé. « Attends !» hurla Marcus. « Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Down !» Elle jeta un dernier regard par-dessus son épaule. « Regarde-moi faire. » Daniel lui ouvrit la porte et ils quittèrent la salle ensemble. Dehors, le soleil caressa sa peau. Elle inspira profondément. L'air avait le goût de la liberté. En arrivant sur le trottoir, Daniel dit doucement « Vous avez réussi ». Elena hocha la tête, la voix calme mais emplie d'une force tranquille. « Non, nous avons réussi. » Tolga. Autour d'eux, la circulation reprenait son rythme, les klaxons résonnaient, la vie continuait. Mais derrière eux, les murs de l'empire de Marcus commençaient à s'effondrer. La vérité, enfin révélée, avait trouvé sa voie. Pour Elena, ce n'était pas la vengeance, c'était la reconquête. Elle leva les yeux vers le ciel, la main posée sur son ventre. « Nous sommes libres », murmura-t-elle, « et nous ne reviendrons jamais en arrière. » Le lendemain matin, l'histoire était partout, sur toutes les chaînes d'information, sur chaque fil d'actualité, dans chaque émission de débat. Jeune prodige, accusé d'avoir agressé sa femme enceinte, les preuves révélées en direct lors d'une conférence de presse. Le titre s'affichait sur les écrans de télévision de New York à Los Angeles. L'empire de Marcus Grayson, autrefois intouchable, s'effondrait en temps réel. Dans son pantouse, les rideaux étaient tirés. La pièce, autrefois réservée aux partenaires d'affaires et aux célébrités, sentait maintenant le whisky et la panique. Marcus était assis sur le canapé, les cheveux en désordre, son téléphone vibrant sans cesse. Des messages d'investisseurs, d'avocats et d'amis affluaient, chacun plus froid que le précédent. Il lança le téléphone à travers la pièce. Il frappa le mur et se brisa. « Merde !» cria-t-il. Sa maîtresse, Lila, se tenait près de la fenêtre, pâle et tremblante. Ses boucles parfaites étaient en désordre, son mascara coulant. Elle regardait elle aussi les nouvelles. « Ils disent que tu l'as poussée hors de la voiture », murmura-t-elle. « Marcus se retourna brusquement. Ne commencez pas. Tu m'avais dit qu'elle était partie, dit Lila. Tu avais dit qu'elle ne reviendrait jamais. Elle n'était pas censée revenir, marmonna-t-il en marchant de long en large. Personne ne pouvait survivre à cette tempête. Con. Eh bien, elle l'a fait, répondit Lila d'un ton amer. Et maintenant tout le monde sait. La police rouvre l'enquête. Il parle de tentative de meurtre. Marcus se figea. Sa poitrine se serra. Meurtre? Elle croisa les bras. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'ils appelleraient ça un accident? Il passa une main dans ses cheveux, essayant de calmer sa respiration. Je peux arranger ça. Il suffit que je prenne les devants. J'appelle le conseil. Je publie un communiqué. Marcus, ils t'ont déjà renvoyé, l'interrompit-elle. C'est sur toutes les chaînes économiques. Tu n'es plus PDG avec effet immédiat. Il la fixa, stupéfait. Quoi? Ils ont tenu une réunion d'urgence hier soir, dit-elle d'une voix tremblante. Le vote a été unanime. Tu es dehors. Marcus sentit ses jambes fléchir. Il s'assit brusquement, le visage enfoui dans les mains. Lila hésita, puis reprit. Ils ont aussi gelé tes comptes. L'entreprise fait l'objet d'une enquête pour fraude. Tout est passé au crible. Il leva vers elle un regard rouge de colère. Tu crois que je ne le sais pas? Elle recula d'un pas, la peur dans les yeux. Marcus, s'il te plaît, je n'ai rien fait. Tu en faisais partie, hurla-t-il. Tu m'as aidé à falsifier ces documents. Tu m'as dit d'obtenir sa signature. Sa voix monta dans la panique. Tu m'avais dit que c'était légal, que ce n'était qu'une question d'affaires. Ça l'était jusqu'à ce que tu fasses une erreur, gronda-t-il, jusqu'à ce que ton nom apparaisse dans les emails. Tu crois qu'ils ne vont pas remonter jusqu'à toi? Les lèvres de Lila tremblaient. Tu ne peux pas me rendre responsable de ça. Marcus se leva, dominant la pièce. Et qui veux-tu que j'accuse alors? Avant qu'elle ne puisse répondre, un coup fort retentit à la porte. Ils se figèrent. Monsieur Grayson, appela une voix de l'autre côté. Ici le détective Harris de la police de New York. Nous devons vous parler. Les yeux de Lila s'écarquillèrent. Mon Dieu! Marcus lui fit signe de se taire. Il attrapa sa veste et se dirigea vers la sortie arrière, mais les coups devinrent plus forts. Ouvrez la porte, monsieur Grayson. Lila serra son sac contre elle. Ils vont t'arrêter. Non, dit Marcus, j'ai des avocats.
Yvejen, les avocats ne peuvent rien contre un mandat, répondit-elle. Il l'ignora et s'échappa par le couloir, prenant l'escalier de secours. Quand la police força enfin la porte, le pentouse était vide. Lila, seule, tremblait au milieu de la pièce. Les caméras des reporters captèrent le moment où elle fut escortée pour être interrogée, le visage blême sous les flashs. Dans la rue, Marcus courait sous la pluie vers sa voiture. Il tenta d'appeler son avocat, sans succès. Il essaya son assistant. Rien. Le monde qui lui obéissait autrefois était devenu silencieux. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Elena était assise dans un bureau tranquille du commissariat. Son bras était encore bandé, mais sa posture était droite. Daniel se tenait à côté d'elle pendant qu'elle signait sa déposition finale. « Vous en êtes certaine ?» demanda le détective. « Si vous portez plainte, il y aura un procès. » Elena soutint son regard. « J'en suis sûr. Il a essayé de me tuer. Il ne fera plus jamais ça à personne. » Le détective hocha la tête et se leva. « Nous émettrons le mandat avant la fin de la journée. Vous avez fait ce qu'il fallait, Madame Grayson. » En sortant du commissariat, Daniel lui ouvrit la portière. Le soleil de l'après-midi était clair et froid. Elle leva les yeux vers le ciel et inspira profondément. « Tu crois qu'il va fuir ?» demanda-t-elle. Daniel secoua la tête. Il essayera. Mais les hommes comme lui se croient trop malins pour tomber. C'est à ce moment-là qu'ils commettent des erreurs. Il avait raison. À la tombée de la nuit, Marcus était coincé. Des voitures de police encerclaient le parking où il s'était réfugié. Il sortit de sa voiture, les mains levées, son costume coûteux trempé par la pluie. « Marcus Grayson !» cria l'officier en chef. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude et conspiration. » Les caméras tournaient déjà. Le monde qui s'inclinait autrefois devant lui le regardait désormais avec dégoût. Quand les menottes se refermèrent sur ses poignets, Marcus leva les yeux vers les gyrophares et les visages autour de lui. Il vit de la pitié chez certains, du triomphe chez d'autres, mais dans tous, il vit la vérité. Il avait tout perdu. Lila, cherchant à se sauver, avait déjà livré sa déposition. Le conseil d'administration avait rompu tout lien. Les actions de l'entreprise étaient tombées à zéro. Son nom était devenu un poison. Pour Marcus Grayson, le pouvoir était tout. Désormais, il n'avait plus rien. De l'autre côté de la ville, Elena était assise dans sa chambre d'hôpital. Le battement du cœur de son bébé résonnait doucement sur le moniteur. Le rythme était stable et fort. Daniel se tenait près de la porte, silencieux. « Il est en détention », dit-il doucement. « C'est fini. » Elena hocha la tête. « Non, ce n'est que le début. » Sa voix était calme, sans rancune. Elle ne célébrait pas sa chute. Elle retrouvait la paix. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. La tempête lui avait tout pris, mais elle lui avait aussi offert quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, la liberté. Le monde continua d'avancer, comme il le fait toujours. Les semaines passèrent, les gros titres disparurent, le vacarme s'apaisa. Le chaos qui avait autrefois rempli la vie d'Elena devint un murmure lointain, remplacé par le rythme de quelque chose de nouveau. Un matin, elle se réveilla au doux gazouillis de son bébé. La chambre d'hôpital avait été remplacée depuis longtemps par un petit cottage à la lisière de la ville, un endroit entouré de pins et de ciel ouvert. La lumière filtrait à travers les rideaux, peignant la pièce d'une teinte dorée et paisible. Le bébé, Lily, dormait dans son berceau près du lit, ses petits doigts se refermant dans son sommeil. Elena se pencha et effleura la joue de sa fille. « Tu es en sécurité », murmura-t-elle. « Nous le sommes toutes les deux. » En bas, des pas résonnèrent. La voix de Daniel monta doucement par la porte entr'ouverte. « Bonjour, dit-il. » Il tenait 2 tasses de café, la vapeur s'élevant lentement. Elle sourit. « Tu le fais toujours exactement comme je l'aime. »« L'habitude, » répondit-il en lui tendant la tasse. « Je deviens plutôt doué pour ce rôle de gardien. » Elle rit doucement, un rire léger et sincère. Pour la première fois depuis longtemps, le rire ne lui sembla plus fragile. Dehors, l'air sentait la pluie et les pins. Des oiseaux chantaient au fond de la forêt. Le monde était simple ici, et cette simplicité était devenue sa guérison. Assise près de la fenêtre, Elena but une gorgée de café. « Je croyais autrefois que la paix signifiait le silence, dit-elle doucement.
Maintenant je sais qu'elle signifie la sécurité. Daniel hocha la tête. Tu l'as mérité. Il s'assit en face d'elle, le visage calme, mais ses yeux brillaient d'une admiration discrète. Le procureur t'a appelé hier, dit-il. Le procès est prévu pour le mois prochain. Ils veulent ton témoignage final. Les regards d'Elena ne va-t-il la passe? J'y serai. Je n'ai plus peur. Tu ne devrais pas, répondit-il. Les preuves sont solides. Ils ne pourront plus les manipuler. Elle baissa les yeux vers sa tasse. C'est étrange. Pendant longtemps, j'ai voulu qu'il paie. Je voulais qu'il ressente tout ce qu'il m'a fait. Mais maintenant, elle releva les yeux, le regard assuré. Je veux simplement avancer. Il a déjà tout perdu. Je n'ai pas besoin de vengeance. J'ai besoin de paix. Mento. Daniel esquissa un léger sourire. C'est de la force, Elena. Tout le monde n'en arrive pas là. Un silence paisible s'installa. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Lily bougea dans son sommeil, émettant un petit bruit qui leur arracha un sourire. Elena se leva et prit le bébé dans ses bras. Les petites mains de l'enfant s'accrochèrent à son collier. Elle embrassa le sommet de sa tête. « C'est grâce à toi que j'ai survécu », murmura-t-elle. Daniel s'approcha de la fenêtre. « Que feras-tu après le procès ?» Elena le regarda, une note d'espoir dans la voix. « J'aimerais aider d'autres femmes comme moi, celles qui croient qu'elles n'ont pas d'issue. Être créé quelque chose de petit, une fondation ou un refuge, un endroit où elles peuvent recommencer. C'est une belle chose à construire, dit Daniel. C'est une belle chose pour laquelle vivre, répondit-elle. Plus tard, dans l'après-midi, ils prirent la route ensemble. Les arbres bordant la route bourgeonnaient, leurs branches étincelant sous le soleil. Elena baissa la vitre et laissa le vent traverser ses cheveux. Elle se sentit vivante, vraiment vivante, pour la première fois depuis des mois. En arrivant au tribunal, des journalistes les attendaient dehors, mais cette fois, leurs questions ne la dérangèrent pas. Elle marcha la tête haute, sa fille en sécurité dans les bras de Daniel. Les marches de marbre, autrefois froides et menaçantes, ressemblaient maintenant au seuil de sa liberté. À l'intérieur, elle signa son témoignage final. Le juge hocha la tête avec respect. « Vous avez fait preuve d'un courage remarquable, Madame Grayson, dit-il. La justice suivra son cours. »« Merci, monsieur le juge, » répondit-elle calmement. En ressortant, quelques journalistes l'interpellèrent. L'un d'eux demanda « Quel message souhaitez-vous adresser à celles qui ont vécu ce que vous avez traversé ?» Elena s'arrêta, sa voix claire et posée. « Survivre n'est pas la fin, c'est le commencement. La tempête ne vous définit pas. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vous relevez après. » Les appareils photos crépitèrent, capturant son visage sous la lumière douce de l'après-midi. Elle ne détourna pas le regard. Elle ne se cacha pas. Plus tard, de retour au cottage, le ciel se teinta d'orange et de rose. Elle se tenait sur le porche, Lily dans les bras, regardant le soleil disparaître derrière les arbres. Daniel la rejoignit, s'appuyant silencieusement contre la rambarde. « Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu as choisi cet endroit, » dit-il. Elle sourit. « Parce qu'il est assez loin pour être libre, mais assez proche pour se souvenir. » « Se souvenir de quoi ? Que j'ai survécu. » Il hocha la tête sans rien ajouter. Ils restèrent ainsi, écoutant le soir s'installer doucement sur la forêt. Quand la nuit tomba, elle posa Lily dans son berceau et la regarda respirer. Chaque souffle était une promesse de lendemain, chaque battement de cœur, une preuve de vie qui refusait de s'éteindre. Elena éteignit la lumière et murmura dans la chambre paisible. « Nous sommes chez nous. » Dehors, le vent soufflait doucement entre les arbres. La tempête qui avait presque détruit sa vie n'était plus qu'un souvenir, un écho lointain emporté par le temps. Elle avait été brisée, trahie et abandonnée. Mais au bout du compte, elle s'était reconstruite, plus forte que jamais. Et au fond d'elle, elle savait la vérité. La même tempête qui avait voulu la noyer lui avait appris à se tenir debout.